Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Enguerrand. Bonsoir Maurice. Bien, alors on est dans une situation un peu double, à la fois dans le cadre des Jeudis d'Hébraïka, et puis on va dialoguer, nous allons dialoguer sur cet ouvrage qui est sorti il y a quelques mois, Les héros de la résistance catholique, 80 ans après la lettre de Monseigneur Saliège. Donc ça va être à la fois euh, un double rôle que nous allons chacun mener entre animateur et, et animé, si je puis dire. Mais c'est vrai que voilà comment va se dérouler notre séance. On va dialoguer 30, 40 minutes, on verra. Et puis, surtout, on laissera la parole au public, on laissera la parole à l'audience. Et puis, s'il y a des choses sur lesquelles on veut revenir, insister, sachant que je l'annonce d'ores et déjà, le vendredi 5 avril à 17 heures, nous serons tous les deux à la librairie Privat, à l'ombre du musée des Augustins, pour présenter cet ouvrage. Alors justement, euh, est-ce que alors, moi, ce qui m'a, il y a des choses que je sais sur lesquelles je vais te poser des questions, puis des choses que je ne sais pas. Cet ouvrage vient à la suite d'une journée d'études, on en parlera, mais finalement, c'est les éditions Cerf qui ont gagné le privilège d'éditer les héros de la résistance catholique. Pourquoi les éditions du Cerf? Alors, bon, pour deux raisons. D'une part, il y a un accord qui existe entre l'Institut catholique de Toulouse, qui a ses propres presses universitaires, et les éditions du CERF, notamment pour publier des actes de colloque de façon assez classique dans la collection CERF Patrimoine. Et puis ensuite, je ne pense pas violer le secret des dieux en disant que l'intérêt du colloque a été tel que Jean-Pierre Denis nous a conseillé aussi d'en parler eh bien, à la tête du CERF, notamment à Jean-François Colossimo, et que Jean-François Colossimo nous a dit, et vraiment il faut l'en remercier, qu'il tenait à la publication de cet ouvrage qui, nous disait-il, pouvait porter un message important. Et donc, en fait, on a eu la conjonction à la fois finalement de la structure administrative et de l'intérêt, vraiment l'intérêt scientifique et historique pour notre publication. Ouais. Alors, ce qui est vrai, c'est que les actes de colloque, généralement, ne sont jamais publiés ou très rarement publiés parce que ce n'est pas un produit qui se vend, donc dans le commerce des livres. Là, est-ce que tu es d'accord pour dire que les communications, certes, elles sont d'un niveau universitaire, mais elles sont très aisément accessibles? Oui, ben alors je vais parler un peu pour nous deux, mais je pense qu'on a mis beaucoup de soin aussi à ce que d'une part l'ouvrage soit cohérent. Donc il y a un fil rouge en réalité dans la suite de ces communications autour de ces personnalités, de leur motivation, de la structuration d'un réseau. Ça, c'est une des grandes questions qu'on se pose dans cet ouvrage. Est-ce qu'on peut parler d'un réseau Saliège? Mhm. Au départ, on avait quelques hésitations, on utilisait des termes un peu plus pudiques, on va dire, on va parler d'organisation, Oui, etc. oui, parce que réseau signifie qu'il y a un chef, qu'il y a ensuite toute une toile d'araignée qui va se mettre en place, et ainsi, de lieu en lieu, vont se disperser les diverses activités. Mais en fait, on a vu qu'il y a certes un réseau, mais finalement, il est immense. Enfin, ça Oui, dépasse le cadre toulousain, ça atteint un cadre, le cadre de la Seconde Guerre mondiale. exactement. Et c'est d'ailleurs la deuxième partie de l'ouvrage où on étend, on montre les liens très forts qu'il y a entre, comme nous avons dit dans l'introduction, entre Garonne et Rhône, puisque Ouais. évidemment avec Lyon, il y a eu des personnages d'ailleurs qui ont fait l'aller-retour physiquement, hein. On peut citer l'abbé Glasberg, on peut citer le père Roger Braun. Il y a vraiment des liens entre ces deux régions et même au-delà. Notamment dans l'écho de la déclaration de la lettre pastorale de Monseigneur Saliège, on la retrouve diffusée dans toute la presse clandestine, et y compris dans la Voix du Nord clandestine à Lille.
Donc, La lettre, c'est elle est partie jusqu'au New York Times. Donc, elle a vraiment une exactement. répercussion quasi mondiale. En tout cas, elle a traversé l'Atlantique. C'est vrai. Et c'est vrai que là, ce qui a surtout, enfin, je ne sais pas comment toi tu travailles, mais moi, quand je travaille, je suis toujours là. J'ai la tête dans le guidon et c'est après que je vois les choses. Pour le moment, c'est comme monter, grimper une montagne, et ben, je monte. Voilà, j'avance pas à pas. Et a posteriori, je me rends compte que on a une très grande amplitude géographique, Mhm. puisqu'on est non seulement sur le territoire national, mais on va partir à Londres, on revient via le débarquement, donc on vient de loin. Et puis, on a là aussi, entre la journée que nous avions prévue, euh, 2 fois 3 heures à peu près, on Mhm. a un nombre d'intervenants, mais c'est impressionnant. Ça fait d'ailleurs un gros bouquin De 440 pages, je crois, de ouais, mémoire. 400 pages. Oui, oui. Alors c'est un gros bouquin, mais qui n'est pas illisible. Et c'est vrai, ça c'est important à dire. On y a mis un soin particulier, alors qu'effectivement, eh bien, c'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Et en se mettant à la tâche, on s'est rendu compte qu'on était en train de défricher quelque chose qui était d'une grande envergure, je pense, par toutes ces ramifications. Tu as utilisé l'image de la toile d'araignée. Ça me semble parfait. Il y a cette idée. On voit dans cet ouvrage qu'il y a des allers-retours entre différentes villes de France, mais il y a aussi finalement des confrontations, un peu Toulouse par rapport à Paris, en tout cas au niveau des archevêchés, c'est très clair, les distinctions de position sont flagrantes. On voit aussi la position de Rome. Rome qui ne prend pas de position publique, on sait très bien ce qui a été reproché au pape Pie XII, mais qui envoie de l'argent, qui envoie beaucoup d'argent d'ailleurs. Mais ensuite, Et puis Londres, la France libre, enfin, tout ça nous a paru finalement être une sorte de melting pot avant l'heure, assez intéressant. c'était pas avant l'heure, puisque Melting Pot a été, pardon, c'est juste un de mes auteurs préférés, c'est Israel Ah, Zangwill, un juif britannique qui a créé une pièce de théâtre qu'il a appelée le Melting Pot. Alors, oui, on est dans les années 1920. Et d'accord. c'est avec sa pièce de théâtre, il a ensuite allé jouer aux États-Unis. Et Israel Zangwill était un sioniste convaincu. Il y a laissé sa santé d'ailleurs dans la défense des populations juives d'Europe de l'Est pour les amener en un lieu. Mais bon, c'est un personnage assez extraordinaire, Zangwill, qui a créé Melting Pot. Mais juste, voilà, parce que j'aime beaucoup cet auteur. Mais Mm. justement, ce n'est quand même pas. Alors même si Monsieur Colosimo pense que ce qui se dit est important et on voit que c'est important aujourd'hui, ce n'est pas que l'éloge de l'Église catholique. Ah non, 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 non. Ah non, on voit bien, et d'ailleurs c'était notre démarche à la base, puisque notre démarche de base c'était de s'intéresser vraiment au Midi toulousain, Ouais. où il y a eu cette histoire originale, mais encore une fois, on ne va pas dire que tous les clercs ou tous les catholiques ont été résistants à Toulouse, ça c'est pas vrai. Par contre, ce qui est original, vraiment, en tout cas autour de Saliège, c'est l'implication hiérarchique, ecclésiale, qui couvre le bas clergé. Parce que du bas clergé résistant, il y en a eu un peu partout. Et il y a eu Alors des moi, prêtres déportés. Mais là, c'est l'originalité. Après, ouais. c'est vrai qu'on a tous en tête, forcément, je pense au film Amen, évidemment, qui Oui, marque alors les ça, esprits. c'est l'opposé, le film de Costa Gavras sur un scénario de Jean-Claude Grimbert. Mhm. Donc, c'est vrai que le film Amen, c'est vraiment l'opposé, c'est-à-dire l'Église qu'on sent même complice par sa passivité, par son silence de la déportation. Et en plus, Amen met l'accent sur la fabrication du Zyklon B et le Mhm. fonctionnement, le début des centres de mise à mort. Mais là aussi, dans ce livre, ce qui m'a plu et ce qui m'a plu dès le début, quand on a commencé à travailler dessus, c'est qu'on n'a jamais fait, par exemple, l'impasse sur le compagnonnage entre le régime de Vichy et l'Église catholique, entre le régime de Vichy et même Saliège, Monseigneur Saliège, qui, jusqu'au bout, ben, il s'est jamais élevé contre le maréchal. Oui. C'est ça qu'il Non, mais faut tout à garder fait. en tête. Et tout à fait. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est finalement, et
c'est ça qui est passionnant dans la Résistance et dans la Seconde Guerre mondiale, c'est ces parcours un peu gris, c'est-à-dire ni blanc ni noir, et qui quand même, à un moment, il y a un détonateur, il y a quelque chose. Et Saliège est typique de ça. Bon, même si, quand on fait une analyse assez fine, ça n'a jamais quand même été un pétainiste fou Bah, ou un collaborateur, quoi. Il a toujours non, été, il n'a comme jamais été disait, collabo, ça c'est certain. Mais le régime de Vichy, disons que ce qu'il a tout de suite, et c'est ça son fil conducteur et à son entourage aussi, ce hmm, qu'il a tout de suite révulsé, c'est le traitement de l'étranger. oui, Et c'est cela qui ah, tout à allait fait. contre son idée de l'humain, de Oui, l'humanité et de ah oui, l'humain. oui, Et on ne voit que dès les années euh, avant, enfin, déjà, dès le début des 40 avant 42, il était non pas contre Vichy, mais contre les lois oui, anti-étrangères. tout à fait. Et là, il a toujours été cohérent avec lui-même, hein. Ouais. Dès 1933, il dénonçait au théâtre du Capitole l'antisémitisme en disant comment, il avait cette formule en disant comment, en tant que chrétien, puis-je scier la branche sur laquelle je suis assis. Mm. Oui, Et ça, il a oui, toujours été cohérent avec ça. ouais. Et ensuite, alors sa cohérence, elle va jusqu'à la fin de la guerre. Jusqu'à la fin de la guerre, quand les collabos, justement, sont enfermés dans les camps d'internement en attendant les procès, ceux qui ont pu échapper à l'épuration violente et sauvage, eh bien, il a aussi manifesté auprès de la préfecture, auprès Tout à du fait. Conseil national de la résistance, pour, contre les mauvais traitements infligés aux collabos. Donc oui, il a une haute idée de l'humanité Mhm. et pour lui, comme pour son entourage, cela passe par du sauvetage. Il faut sauver autrui, il faut sauver les enfants. Euh, Ce qui est remarquable aussi, c'est la diversité, ce que j'ai découvert en travaillant là-dessus, c'est la diversité des personnalités, Ah oui, des hommes, ah des oui, femmes, des curés, des guerriers, des... tout à fait. Et bon, je vais commencer par moi. Moi, mon Mhm. préféré, c'est vrai, c'est Roger Brown. C'est vrai que, d'ailleurs, c'est l'un des premiers à être nommé juste parmi les nations. Il était dans l'entourage de Gerlier à Lyon, il est venu à Toulouse. Il s'est énormément occupé des enfants, mais pas seulement des enfants et du sauvetage des enfants, et notamment dans le camp de Rivesaltes, mais il était devenu un peu comme le pasteur Bogner pour les protestants, il Mhm. était devenu la référence des Juifs qui arrivaient à Toulouse et qui cherchaient à joindre une structure juive. Il était devenu Mhm. finalement l'interface avec la communauté juive, comme le rabbin Osnansky ou le rabbin Capel. Et d'ailleurs, ils ont tous travaillé ensemble. Et c'est vrai que c'était aussi un, une grande, je dirais une grande gueule, quoi, un Mhm. fort caractère. Il y a beaucoup d'anecdotes qui le rappellent. Et ce n'est, j'ai envie de dire, ce n'est qu'un curé. Voilà. Et c'est un curé dans toute la noblesse du terme. C'est un curé qui était près des populations et en particulier des populations juives pourchassées. Et avait-il une origine juive du fait de son nom? Je ne crois pas, on n'a pas retrouvé cela, à la Mhm. différence De de Glasberg? voilà, de Glasberg. Mais lui, non. Mais en tout cas, oui, c'est lui que je préfère. Ah, Et, je et- comprends. Je comprends, c'est un personnage. Et d'ailleurs, ça permet de rebondir sur ce qu'on disait. Notre propos, c'est pas du tout d'essayer de faire croire qu'institutionnellement, c'est unanime. Roger Braun le dit dans un rapport à je ne sais plus quelle autorité, là, j'ai sur la langue, mais ça ne vient pas. Suite aux lettres pastorales de 42, il dit, heureusement que quand même quelques-uns ont enfin brisé le ah ouais. silence. Ah oui, oui, il est aussi, il a la dent dure contre ses pareils qui parfois, là, dans mes travaux sur l'armée juive et certains se sont fait dénoncer par des curés, effectivement. Mais oui, mais oui, Donc oui, il y avait de tout. bien Là, sûr. on en parle moins. On n'a pas évoqué, on a dans notre livre les héros de la résistance catholique. On met le focus quand même sur la résistance, mais on évoque, Oui. soit on l'évoque par le silence,
Mm, on l'évoque directement, ceux qui ont pu donner. tout à fait. Et pour toi, ça reste de nos rois. Ah oui, oui. Ah oui. Ouais, Alors même si, bon là je le dis sans hésitation, mais même si j'ai beaucoup d'affection pour Bruno de Solage, qui ouais. et son cousin d'ailleurs, on peut interpréter d'ailleurs les deux parcours presque en miroir. Il y a quelque chose d'intéressant. Ces deux purs produits de l'aristocratie méridionale, de la très haute aristocratie en réalité, hein, puisque Solage, c'est les mines de Carmaux. Mais nos rois, c'est un personnage d'aventure. Comme tu l'as dit toi-même lors de la journée d'études. Tarantino n'aurait pas pu l'inventer, en Ah ouais, fait. ouais. Il vit plusieurs vies, en fait, cet homme-là. C'est quelqu'un qui est fougueux, qui est impulsif, qui a beaucoup de courage. Et d'ailleurs, en tant que compagnon de la Libération, ça me permet, enfin, il était compagnon de la Libération, et ça me permet aussi de rendre un petit hommage à Philippe de Gaulle, qui vient de décéder et Oui. qui aurait dû être le premier des compagnons, comme disait son père, s'il Ouais. n'avait pas été le fils de son père. Ah. Voilà. Et donc nos rois, oui, c'est un personnage qui est à la croisée des mondes d'ailleurs, puisque il est à la fois dans la résistance intérieure et dans la France libre, parce qu'il va rejoindre donc Londres en 43. Il est compagnon de la Libération et juste parmi les nations, parce que il fait passer des familles juives lors de séjours en montagne. On le voit même porter une grand-mère qui ne veut plus marcher sur son dos. Enfin, c'est Ah un non, c'est type sportif. extraordinaire. La traversée des Pyrénées est extrêmement physique. Ouais. Et lui, c'est un athlète. Ah oui, bah, la Voilà. preuve, il va intégrer des commandos sans Oui, avoir fait d'entraînement, ce qui ouais. veut dire qu'il était quand même dans une bonne forme physique. C'est un Euh, personnage qui est remarquable et qui pourtant en plus a quand même une grande humilité parce que il ne se définit jamais comme un moine soldat. hmm. Il se définit comme un homme de Dieu près des soldats, alors qu'il est capitaine dans le commando Kiefer, etc. Mais c'est un personnage qui est tout à fait remarquable et qui en plus, euh, comment dire, aura une deuxième vie puisqu'il va devenir ornithologue au CNRS, donc il avait de la Ouais. ressource quand Hmm. même. Et il y a aussi quelque chose qui est très touchant, je trouve, dans son histoire par rapport notamment au comité Yad Vashem, c'est que ses parents aussi, le comte. Oui, le comte de Nora ou le marquis de Nora, j'ai un doute. Bref, la famille de Noroy a aussi hébergé des juifs. Ses parents ont aussi hébergé des juifs et caché des juifs dans leur propriété familiale du Tarn-et-Garonne. Et ils ne l'ont pas su. Enfin, en tout cas, l'abbé de Noroy, René, ne l'a pas su. Il l'a découvert en 89 seulement. Ses Hmm. parents n'avaient rien dit. Non, justement, ce qui apparaît aussi, c'est que euh, on a peut-être le bosquet qui cache la forêt. C'est-à-dire que je pense à Jules Isaac, qui Mm, disait que l'Église avait effectué l'enseignement du mépris mm, à l'égard des Juifs, et avec une version des évangiles ou de la Bible qui dévalorisait les Juifs, avec un mm, enseignement qui tendait finalement à assassiner le père ou la religion mère, je ne sais pas comment dire. Mais ça, c'est vrai, et ça perdure, et on le voit pendant la guerre, on le voit aujourd'hui encore, mais j'ai l'impression qu'on a quand même ces esprits éclairés, donc c'est peut-être ce bosquet qui cache la forêt, mais ce bosquet, il est lumineux, il est magnifique, parce oui, que là, on est totalement dans un autre point de vue, et ce point de vue qui est celui du sauvetage des Juifs, et non pas finalement laisser faire ce que l'histoire permet de faire et les éliminer alors qu'on a tenté pendant des siècles, depuis 2000 ans, on tente de les éliminer. mm, Alors autant aider les nazis. Et on le voit notamment dans les petites gens, sans aucun mépris, qui ont aidé au sauvetage des Juifs. Et là, l'article de Jean-Pierre Denis sur les femmes de Monseigneur ah oui, Salière, ah il oui, est, oui, oui, il est à la fois très agréable à lire et plein d'enseignements. On voit ces femmes extraordinaires qui ont pris des risques, qui ont pris des tout à fait. risques pour sauver des enfants, pour sauver des familles. Ou Marie-Rose Gineste avec son vélo qui prenait un vélo avec des tracts. Si elle était arrêtée par la gendarmerie, elle était immédiatement emmenée à la commandanture. Bien sûr. Pour le moins, d'ailleurs certaines ont été torturées et certaines n'en sont pas sorties, mais pour le moins elle aurait été torturée et au pire déportée dans un camp d'internement, dans un camp de concentration pour elle, puisqu'elle n'était pas juive. Mais on voit, oui, il y avait certes l'enseignement du mépris,
et un travail, notamment avec Jean-Paul II, qui a été effectué, qui tend à Mhm. l'effacer. Mais là, eux, ils en sont indemnes. C'est assez... Mais alors, ça reprend la question qu'on évoquait lors d'un précédent échange. Est-ce que c'était des anticonformistes? Est-ce que, en tout cas, comme beaucoup de gens dans la résistance, c'était des gens qui étaient quand même une minorité puisqu'ils ont osé agir. Et ouais, contre, effectivement, une sorte de pensée dominante ou de laisser-aller dominant, en quelque sorte. Et ouais, tu évoquais les femmes. Moi, je trouve que des personnages, effectivement, comme Thérèse Doty, ouais. elle est incroyable. Elle est incroyable. On la retrouve déjà, elle manifeste le 11 novembre 40 à Paris avec la fameuse manifestation des lycéens alors c'est une gaulliste manifestement puisqu'elle Non, mais, faisait ah oui. partie, elle faisait partie de cette manif des lycéens qui tenaient De Gaulle à la main pour exprimer leur soutien au général de Gaulle le 11 novembre 40, il faut quand même le faire. Elle trouve, et toujours d'ailleurs, ce qui est intéressant, et ça permet de revenir sur également, comme on va être sur le 80e anniversaire de la Libération, le ressenti même des gens à l'époque. Euh, Monseigneur Théas évoque un anti-épiscopalisme. Il dit il y a un sentiment anti-évêque parce que les évêques n'ont pas beaucoup bougé, c'est le moins qu'on puisse dire. Par contre, il n'y a pas de l'anticléricalisme particulier en réalité, Non, enfin en tout cas, c'est tel qu'il est ressenti. Et moi, pendant ce que j'aimerais l'occupation, souligner avec Thérèse Doty, c'est que c'est quand même elle, en quelque sorte, en allant s'infiltrer dans le fameux camp du Récébédou et en allant rapporter à Monseigneur Saliège, qui était au séminaire de Saint-Cyprien, ce qui s'y passait, les fameuses descriptions des vieillards qui marchent sous le soleil, elle est en quelque sorte le le déclencheur de tout cela. elle est l'un des déclencheurs, c'est certain. Ah oui. Et puis ensuite, il y a toutes celles comme Germaine Ribière. Enfin, on a des femmes, soit elles étaient dans la région, soit elles ont fait Lyon-Toulouse. Mais c'est vrai que leur histoire nous amène enfin, ce qu'on a essayé de montrer dans ce livre, c'est encore une fois la complexité des choses. C'est la complexité des êtres. Et le clergé, oui, il a pu rester tranquillement pendant la guerre, il était tranquille, il n'avait aucun souci, hormis celui de bien de se nourrir convenablement. Hmm. Donc, il pouvait rester tranquillement. Donc, une passivité, mais ça se conçoit, et c'est d'autant plus admirable que certains ne sont pas restés dans cette tranquillité, dans cette passivité. Tout à fait. Le, ce qui m'a, ce qui est fascinant dans ce livre, c'est aussi sa très grande actualité. On a évoqué le fils de De Gaulle, mort à 102 ans. Hmm. Euh, Bien sûr, il aurait pas pu être pétainiste, mais ce qui séparait du pétainisme, c'est finalement enfin, c'est beaucoup, c'est la collaboration avec l'ennemi, c'est le fait mais la fréquentation des églises, une famille catholique, enfin on retrouve les mêmes fondamentaux, mais avec une autre conception de la France. Hmm. C'est un peu cela aussi, les personnalités. Il n'y a pas grand-chose qui les distingue je ne parle pas de Laval, hein, mais qui les distingue en tout cas de personnes comme Pétain. Tout à fait. Et d'ailleurs, enfin, ce serait trop simpliste de dire parce qu'ils étaient catholiques, ils étaient de droite ou de gauche, Ouais, en fait. Dans notre panorama, on ça voit bien rentre qu'il y pas, a ouais. toutes les tendances en réalité. Ça rentre pas en compte. Cette division-là, elle fonctionne absolument pas. Non. Là, ça devient vraiment une division politicienne Mm. et pas idéologique. C'est un père Brown a une grandeur d'un Jaurès, quoi. Oui, 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 oui. C'est pas, ouais, ça marche pas. Euh, Par rapport à l'actualité, on a évoqué De Gaulle, le fils. On a aussi la libération. Là, on va commémorer les 80 ans. Mais oui, Libération, ouais. Ben, c'est ça. Et cette libération, ils sont présents, quoi, tous. Alors, on l'a pas beaucoup dans le livre. On l'a, disons, on l'a dans la continuité. C'est oui. vrai qu'on s'est focalisé beaucoup sur 42. Ensuite, on a pris les trajectoires bon, de nos rois, c'est sûr. Là, ça va jusqu'au bout. Mais ils ont. Et puis,
puis ils n'ont pas pu faire la libération puisqu'ils ont été arrêtés. Voilà. Nos grandes personnalités là, que l'on évoque ont été arrêtées, déportées. Donc, Mhm. mais ils ont semé quelque chose qui a fait qu'à la libération, on a des villes entières qui là aussi participent, d'où qu'elles viennent, communistes comme catholiques. Ah oui, et qui donne lieu à des scènes. Enfin, on voit notamment dans le sud-ouest que la population, comment dire, adhère à son clergé résistant, enfin, ou en tout cas jugé résistant. Je pense à Monseigneur Saliège qui devient une, alors que avant-guerre, quand on y réfléchit, euh, Monseigneur Saliège qui était diminué physiquement par le handicap, Mhm. était vu comme dans une impasse complète, et qui aurait pu prédire qu'il allait atteindre Oui, une telle ampleur avec la barrette de cardinal qui lui est remis à Toulouse. Enfin, c'est déjà extraordinaire en soi. Monseigneur Théas qui, lui, alors c'est un personnage aussi intéressant parce qu'il a vraiment une mue complète. Effectivement, en 40-41, c'est un brave maréchaliste, cet homme-là, en quelque sorte. Et à la fin de la guerre, en 44, le voilà parce qu'il a été arrêté et envoyé à Compiègne. Bon, il n'est pas allé en Allemagne, alors il y a tout ouais. un micmac à savoir pourquoi il n'a pas été déporté, mais il a quand même été envoyé à Compiègne. Oui, à Et- Compiègne, on mourait. Robert Desnos, l'un des oui, compagnons surréalistes d'Éluard d'Aragon, est mort à Compiègne. Donc, c'est pas, il est pas, ils l'ont pas envoyé. ce n'est pas un séjour de vacances. Ouais, Voilà. Et Théas devient en quelque sorte alors il est surnommé par ses confrères, ce qui est formidable, Monseigneur de France, parce qu'il est devenu le délégué du général de Gaulle auprès du pape pour négocier l'épuration du haut clergé, justement. Donc ces gens ont eu quand même je pense, un écho intéressant, même si c'est un peu diffus aujourd'hui, forcément. ouais, c'est ça. On a aujourd'hui, on l'oublie et c'est vrai que ce livre nous rappelle que finalement, euh, l'Église n'a pas été ce que le film Amen, qui a beaucoup de succès, un succès mondial, schématise, que l'Église, elle a aussi beaucoup aidé, quoi. Enfin, je comprends mieux Colosimo quand il dit que c'est un livre nécessaire. Oui, C'est vrai. C'est un livre nécessaire qui, et pas seulement dans les instituts catholiques, quoi, mais oui, dans toutes qui les apporte sa bibliothèques contribution, universitaires. un Ouais. éclairage. Ah ouais, Un ouais. Oui, oui, éclairage, je oui. pense. Mais un éclairage, c'est-à-dire que l'avantage de ce bouquin, en tout cas tel qu'on l'a voulu, toi et moi, c'est qu'il ne fait pas, il n'est pas dans la géographie, c'est pas Saint-Saliège, Ah non. il n'est pas dans le livre noir du catholicisme, pas du tout. Et on a voulu quelque chose d'assez équilibré, ouais. C'est vrai que c'est bon. C'est bizarre, je ne vais pas dire c'est assez réussi, mais c'est vrai que ça en a assez bien réussi. Euh, euh, Et, oui, vas-y. et je me permets juste une chose, c'est vrai qu'en plus, je trouve, et ça, il faut le dire, c'est toi qui as trouvé le titre, donc Ah oui, c'est vrai, dans ton petit je tiens à le bureau. dire, parce qu'on Ouais. tournait, on tournait autour de cette idée, de cette originalité de cette résistance, et l'une des originalités de cette résistance-là, c'était sans doute parce qu'elle était effectivement, entre guillemets, à l'ombre de Vichy. Enfin, c'est-à-dire que Vichy essayait quand même de s'accommoder l'Église, mais ils avaient une parole publique ou semi-publique grâce aux prêches, notamment Ouais. dans les églises. Ah oui, ça avait un instrument idéal. C'est un peu comme aujourd'hui, si avec les radios libres, on a des outils extraordinaires pour, à la Exactement, fois pour faire de la propagande ou exactement. diffuser nos idées. Et Là, ça nous a paru être vraiment, je pense, une originalité parce que toujours autour de cette idée de la parole qui brise le silence de complicité ou de honte, ça c'est l'idée de Saliège finalement, mais ça nous a marqué parce que ce sont les seuls qui osent parler en étant en France. ouais. Voilà. Ah oui, mais dans le fonctionnement, c'est vrai que le fonctionnement de ce titre, ça va contre la schématisation du Mm. silence de l'Église catholique. Donc les porte-voix, donc après un joli mot Au début d'ailleurs, je mettais un L comme le département de l'Hérault, après je me trompais. Mais c'est vrai que et puis, ça sonne bien un peu comme mon travail sur la résistance juive Mm. justement, pour aller à l'opposé, pour lutter contre le cliché
de la passivité juive. Exactement. Donc, expression contre expression, et musicalement, c'est la même chose, quoi. Oui, 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 tout à fait. Ouais, je voulais, puisque c'est ta maison, ton autre maison, évoquer plus précisément l'Institut catholique. On a beaucoup parlé de ça à Liège, Oui. mais on a cet endroit qui a une aura que l'on oublie, peut-être parce que l'absence de titre de juste, mais on a des personnalités fabuleuses, le bibliothécaire, le Oui. doyen, on a Ah oui. beaucoup de juifs qui sont là-bas, qui à la fois profitent de fausses cartes d'étudiants, qui complètent leurs fausses cartes d'identité, qui aussi suivent des cours. On a des personnalités éminentes, Mhm. Vladimir Jankélévitch, Meyerson, qui Léo continuent, Hamon? et Léon Hamon, qui continue à enseigner. Enfin, c'est un. D'ailleurs, je ne sais pas, ça pourrait. On n'a pas. Il n'y a pas de livre sur l'Institut. Si, peut-être Marie-Thérèse Dufault. Je suis pas sûr. Si, effectivement, la thèse de Marie-Thérèse Dufaux sur Monseigneur de Solage, le Mais pas recteur de sur l'Institut l'Institut catholique. catholique seul. Ah, elle a fait des articles sur l'Institut catholique Il y pendant aurait les quelque années noires, chose mais pas un livre complet. mais je Et pense d'ailleurs, que. c'est vrai que pour les futurs historiens en herbe qui nous Ah ouais. écoutent, il y a des choses à faire et notamment des Ou, archives à dépouiller. ou un prochain colloque pour nous deux sur l'Institut Exactement. catholique. Moi, j'ai les témoignages de résistants qui sont passés par là. Ouais. Euh, si on peut filmer, faut le faire vite et filmer Edgar Morin. Mais alors, pour est-ce que l'Institut, c'est une question que je te pose, puisque ton bureau est au sein de l'Institut catholique, entre les années 40 et aujourd'hui, on a gardé la structure identique et on a complété au niveau des bâtiments? Oui, tout à fait, tout à fait. Le lieu qu'ont connu vraiment les protagonistes, c'est le siège principal, le 31 rue de la Fonderie. Donc, et cet ancien couvent médiéval confisqué à la Révolution, qui est devenu une fonderie de canons et qui est adossé sur une partie du mur gallo-romain de Toulouse. Et donc D'accord. là, effectivement, nous sommes vraiment dans les lieux de 1940. C'est cet édifice qu'a connu nos protagonistes, qu'ont connu nos protagonistes, Monseigneur de Solage, nos rois, Martimor, etc. D'ailleurs, il y a une partie de la bibliothèque qui a été laissée dans son jus Ah ouais. historique. Qui est une réserve. Et le bibliothécaire actuel a fait un point d'honneur d'ailleurs à ce que l'on garde cela dans son jus, puisque c'est là où ont pu eh bien rester Jean Kelevitch, Meyerson, parce que bon, c'est assez intéressant de consulter les archives de la bibliothèque, mais notamment quand on sait que en 1940, il y a 3 lecteurs réguliers et en 42, il y en a 28. Mhm. Euh, il y a bien, alors quand on entend lecteur régulier, il s'agit de surnuméraires qui travaillent à la bibliothèque. Ah Donc d'accord. on voit bien effectivement à quoi a servi cette bibliothèque. Et Mhm. c'est d'ailleurs tout à son honneur, c'était donc l'abbé Martimor, qui était un spécialiste de Bossuet, qui était le bibliothécaire à l'époque et qui va devoir d'ailleurs en 43 partir en clandestinité puisqu'il avait été dénoncé par la Gestapo. Mhm. Ah, Donc effectivement, la bibliothèque a beaucoup marché. Alors, à part la bibliothèque comme site historique, vous avez aussi eh bien, la salle Léon XIII où nous avons déjà fait ah oui. une conférence, tu te souviens, Sur le Maurice? procès Eichmann, c'est. Exactement, et qui est D'accord. l'ancienne salle des pas perdus, et où il D'accord. y a déjà cette fresque des années 1925-30 qui Oui. était là au moment des faits. Donc elle l'a vue, elle a vu Elle les est faits. restée, c'est pas à son avantage, mais elle est là, elle a le mérite d'être là. Mais ouais, donc comme on l'a vu, on a beaucoup, on a à la fois Toulouse, mais on est allé on a fait la région, Montauban évidemment, Albi, et puis on n'a pas oublié Bayonne. Montauban, Albi, Toulouse, on n'a pas oublié Lyon avec Gerlier, Marseille avec Delay ou Delay, et puis même Oui, Bayonne, jusqu'à Bayonne. tout à fait. Il y Dernièrement, je avait me la suis. spécificité d'être en zone occupée. Oui, Hein. oui, c'est ça. C'était encore plus courageux. Enfin, quoique non, tout était occupé à ce moment-là. Mais non, 42, quand il fait Non. son. Oui, c'était pas encore occupé, Oui, mais oui. Et le 44. texte de Bayonne est assez décapant. C'est d'ailleurs vraiment dommage que lui n'ait pas vécu jusqu'à la libération, parce que ça devait Ouais. être une personnalité Ah oui. remarquable.
Et je le rappelais d'ailleurs à une classe de Bayonnais qui est venue visiter, faire voir Toulouse au temps de la Seconde Guerre mondiale. Oui. Et, et à l'occasion de l'évocation des Justes et de Saliège, j'ai évoqué l'archevêque de Bayonne. Et Et qui porte un nom absolument pas bâillonné, hein. Van non, Stenberg, on peut pas ouais, c'est faire plus ça. flamand. Ouais, Mais je me ouais, non, permets d'ailleurs juste une incise, et que je ouais, trouve toujours très émouvante. C'est que suite à son fameux article paru dans le journal diocésain, qui est aussi une dénonciation des déportations et qui est très franche, très puissante, eh bien, on trouve des graffitis le lendemain ou le surlendemain dans la cathédrale faits par des communistes militants qui disent vive Staline, vive De Gaulle, vive l'évêque, camarade, allez écouter la messe du camarade évêque. On peut ouais. pas faire plus Ah bel oui, hommage. ouais, ouais, mais c'est là aussi que l'étude historique est passionnante. C'est comme à la fin Hmm. de la guerre, quand la fille d'Ariane Fixman est arrêtée à Marseille. euh, Tout le monde, enfin, ça se passe mal pour elle. Qui va défendre la petite Betty Knut? Ce sont les communistes qui l'avaient surnommée la Jeanne d'Arc juive. Donc, non seulement c'est les communistes, mais en plus, lui affublent un surnom, être catholique. Donc, ouais, voilà. Là, on est vraiment dans la complexité des choses. Et ce livre, par ses articles, c'est un livre évidemment. Alors, certains vont le lire de la première à la dernière ligne, notamment l'intro, mais c'est un livre qui se lit, qui se picore, quoi. On prend un Oui, article, on n'a pas besoin de. La table des matières peut servir de guide, mais on peut lire les articles comme ils apparaissent. Et puis, on a aussi, là aussi, vraiment un bel objet, ouais. Avec un cahier photo, dont des photos. Alors, la photo ah, inédite, c'est celle de la couverture que oui. ouais. Et puis, des photos qui nous ramènent à l'humanité, quoi. Hmm. Monseigneur de Solage, Saliège debout. Donc, Oui, du Marie-Rose exactement. Funeste, dont le vélo est à Yad Vashem. Et même la. Ah oui, c'est vrai. La maison de la Gestapo et les enfants. Enfin, de belles choses. Je te propose, Enguerrand, de laisser la parole au public. Et puis, enfin, ouais. Et puis après, si on a toujours des choses à dire. Moi, j'ai une question. Ouais, je te remercie. Alors, je vous écoute depuis tout à l'heure et je me dis que écrire seul, c'est déjà compliqué et complexe. Alors, je ne peux qu'imaginer écrire à deux voix. Ah Et, ouais. et je voulais, en tout cas, voilà, c'est ma Ouais, question. oui, c'est-à-dire, Je je vais. voulais savoir comment s'est passé ce processus d'écriture et de Hmm. travail entre vous deux. Ouais, disons que ce que nous avons écrit à quatre mains, c'est l'introduction. Et D'accord. l'introduction, elle, alors on s'est à peu près réparti les domaines et ensuite un petit travail de couture Hmm. pour pas que ça apparaisse trop comme un patchwork, mais c'est l'introduction que nous avons écrite. Ensuite, comme ce sont des actes, on a reçu les travaux de chaque intervenant et on a effectué à ce moment-là une double lecture euh, entre Enguerrand et moi, sous le plus souvent Enguerrand commençait. Il faisait une première lecture, je le reprenais, je me suis permis parfois de corriger des syntaxes, des répétitions, enfin un travail. Maintenant que je vois le travail qu'effectuent les correcteurs aux éditions Privat, bah, on a effectué le même travail. Quand on voyait que la formulation était maladroite, même parfois le plan n'allait pas, on s'est permis de parfois de corriger un peu. Et ainsi, on a fait le plus souvent deux va-et-vient pour Oui, chaque ça, oui, oui. article. Tout à Il fait. Tout ouais, à deux fait. Ça a été va-et-vient. une direction d'ouvrage prenante mais enthousiasmante. Oui, c'était agréable. En plus, alors, la seule chose que je regrette avec Enguerrand, c'est que comme il est très occupé et moi aussi, on n'a pas pu faire des dîners de travail. Moi, Ah, c'est vrai. C'est vrai. C'est ouais, vrai.
C'est Une vrai. seule fois, on s'est retrouvé à la même table C'est vrai. avec Jacques Semelin, non, deux fois, et avec le père Albert. Oui, Mais c'est ma frustration pour ce travail en commun. Voilà, oui. on était dans son petit bureau le plus souvent, mais il a une bonne machine à café, donc. Et En même temps, ça laisse la place pour un prochain ouvrage, ouais, sur l'Institut pour les catholique, dîners en commun. ouais, sur Oui. l'Institut catholique, ça peut être très bien, l'histoire de l'Institut catholique. Ah, bah, il y a des choses à dire, c'est sûr. Et puis c'est vrai que pour revenir sur ce travail de direction, un peu, parce que c'est vrai qu'on a mis un effort particulier, et c'est pour ça qu'on vous disait par rapport, ce sont des actes de colloque, bien sûr, formellement, mais effectivement, sur la syntaxe, sur le plan, nous avons voulu faire en sorte que les articles puissent se lire comme des chapitres d'ouvrage, effectivement, et donc il y ait une cohérence d'ensemble, et sans, bien sûr, modifier l'écriture de nos intervenants, nous leur avons fait comprendre qu'on essayait de faire quelque chose qui avait une unité, qui avait une force. Et ça, je pense qu'ils l'ont tous compris. Ça me permet quand même de rendre hommage à tous nos auteurs et à tous nos intervenants. Il y a eu la sensation de faire de la belle ouvrage, je pense, pour chacun. Alors, bien entendu, tout en restant dans la science historique, et justement, dans cette idée d'être le plus scientifique possible, avec le plus de justification, d'équilibre et de nuances dans l'exposé. Mais chacun y a mis beaucoup de cœur. Et je pense d'ailleurs que chacun aussi des auteurs est très content finalement de la publication qui est sortie. Mm. Et puis, non, je savais pas jusqu'où on pouvait aller dans la. Et puis en plus, ce sont d'éminents universitaires. Donc, on avait leur texte, on a travaillé sur l'organisation, sur le plan. On avait deux, trois plans possibles au final. Ça n'a pas suivi complètement l'ordre du colloque. Mhm. On a fait un plan parce que d'autres articles se sont ajoutés. Ça, c'est Enguerrand qui s'est dit, tiens, là, ça manque, ce serait bien de compléter. Il a fait des demandes auprès de ses collègues, ça a bien fonctionné. Et puis, on s'est permis, il y en a un qui n'arrivait toujours pas, on a dit, ben, tant pis, je ne vous dirai pas qui. Il y en a un qui est arrivé, mais qui concernait plus du tout notre sujet, on a dit, ben non, on ne le prend pas. Ouais, une vraie direction. Oui. On- avec tout ça, avec beaucoup, vous voyez, l'aspect très aimable d'Enguerrand, mais il sait ce qu'il veut aussi, et moi je suis moins aimable et je sais ce que je veux. Donc, donc Non, mais c'était on une. a- En plus, on avait, et ça c'était vraiment pas mal, je trouve qu'on avait la conscience qu'il s'agissait aussi d'une collaboration, bon, bien sûr amicale, mais aussi institutionnelle. Et ouais. donc assez inédite d'ailleurs, je pense, hein, Euh, entre l'Institut catholique, entre l'Université catholique de Toulouse et puis donc le mémorial de la Shoah et Braïca. Et tout est né de bon, ouais, ça d'ailleurs à la mémorial. base, hein. Ouais. Mais Tout est né de ça. Moi, j'ai trouvé que la démarche était très originale quand en fait on m'a dit que tu envisageais ouais. cette conférence Ah à oui, c'est vrai qu'on n'a l'origine. pas parlé d'avant la journée, c'est vrai. C'est vrai, mais moi j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de vraiment bien qui était véritablement du dialogue. Alors bien que je ne sois pas religieux moi-même, je précise, hein, je suis laïque, hein, mais j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose dans le dialogue interreligieux qui était très intéressant aussi. Bah, moi, je voyais plutôt un dialogue, enfin, il me semblait évident que pour cette commémoration, les 80 ans de la lettre de Saliège, on retrouve les mêmes acteurs. Sinon, les Hmm, mêmes acteurs, du moins les mêmes lieux. hmm, Les juifs, les catholiques. Donc, les catholiques, c'était à la fois l'archevêché, à la cathédrale, la cérémonie qui a eu lieu, et l'Institut catholique. Et on avait fait il y a 5 ans une cérémonie, et j'avais trouvé, et a posteriori, je trouvais que l'Institut catholique avait été oublié. Et c'était hmm, une grande injustice, et on l'a amplement réparé. hmm, Puis avec Yad Vashem qui était présent aussi, parce que le titre de juste, évidemment, est décerné par Yad Vashem, et Yad Vashem continue à faire un travail essentiel. Mais et c'est vrai que la, ce, le fait de faire enfin, cette journée d'études
j'aurais pas pensé que ça allait aussi loin et qu'on aurait un livre et qu'on pourrait. Et on continue d'ailleurs parce qu'on a fait plusieurs séances à l'Institut catholique. Un prochain colloque est prévu sur les génocides. Bon, enfin, voilà, pas très joyeux comme thème, mais entre nous, ça reste toujours très joyeux. Et, et puis, et encore une fois, on continue à présenter ce livre et on continue à travailler ensemble. Ah oui, il y a aussi une journée d'études, non, une soirée sur Vandine, la maison de Vandine, puisqu'une cérémonie aura lieu au mois de juin. On vous en parlera, on va pas vous charger en date. La maison de Vendine qui fait l'objet d'un article dans l'ouvrage de Noémie Bien sûr, Leroy. de Noémie Leroy, un très bel article, qui apporte beaucoup de choses nouvelles. Ouais. Mm. Oui. Question. Oui. Oui. À propos de collaboration entre l'Institut catholique et les Juifs, je voudrais quand même qu'on rappelle la mémoire de Monique Lys Cohen. Ah, évidemment, qui a enseigné pendant si j'oserais pas dire des décennies, pendant très longtemps à Quelques l'Institut années. catholique, la pensée juive. Oui, oui, oui. Et alors, pour ce qui est Monique Lise, c'est vrai que du fait du rôle de son père, ça nous ramenait à la fois dans ses études universitaires et philosophiques concernant la pensée juive qu'elle enseignait, et puis la résistance, donc elle est par rapport à son père. Alors là, ouais. Donc, c'est non, non, on l'oublie jamais. Je lui rends hommage dans le prochain livre, évidemment, sur l'armée juive. Comme dit son frère, son demi-frère, dont Oui. l'interview apparaîtra, elle a fait quelque chose de magique. Voilà, c'est ce que dit Jean-Pierre. Je me permets alors aussi, parce que bon, je ne suis pas toulousain, donc je précise, je n'ai connu aucun des protagonistes ou je n'ai aucun lien avec les protagonistes. Mais si on parle effectivement de creuser du point de vue de l'Institut catholique, notamment les relations avec effectivement toutes les personnalités juives post-Seconde Guerre mondiale, il y a un personnage sur lequel j'ai assez peu d'informations, mais qui est Georges Hahn et qui Georges? George Hahn, H-A-H-N, et Ah, qui va être caché pendant la guerre par Monseigneur de Solage, et qui, après la guerre, va devenir professeur de psychologie à l'Institut catholique. d'accord. Et tout ce que j'ai dans la notice biographique, c'est qu'il travaillait aussi aux éditions Privat. Donc, D'accord. je crois qu'il est À décédé dans les creuser, années 80. à creuser, donc. Hmm. Et là, on a une personnalité aussi intéressante et qui montre le lien, parce que Solage, donc le recteur de l'Institut catholique, était très intéressé par la psychologie, d'où son soutien à Meyerson Bien. et tous ces personnages-là. Et notamment, eh bien, après-guerre, il ouvre un poste de psychologie pour Georges Hahn, qu'il avait caché dans une ferme du Tarn pendant toute la guerre. Mais je vois très bien se dessiner la journée d'études. Parce que Meyerson, qui était le maître de Jean-Pierre Vernant, Mhm. qui ensuite va devenir il va obéir aux ordres de Jean-Pierre Vernant, dans la hiérarchie de la résistance, sera son chef. Et on a ainsi d'autres connexions qui se font entre l'Institut catholique, les personnalités juives et la résistance, toutes les résistances. Donc, ouais, il y a de quoi faire. On va le faire. Ma question, c'est par rapport au travail des archives. Travail d'archives, en gros, est-ce que vous avez eu accès à toutes les archives? Est-ce qu'il y a eu, d'une certaine manière, un filtrage? Ce que j'arrive jamais à percevoir, en particulier dans l'histoire de la responsabilité ou du comportement de l'Église pendant la guerre, c'est, en gros, a posteriori, est-ce qu'on essaye de reconstruire une belle histoire ou est-ce qu'il y a eu des belles personnes, ça je n'en doute pas, et aussi, évidemment, il y a pas une église, il y a des églises, Mhm. j'entends des courants dans l'église, tous n'ont pas été dans le sauvetage des populations menacées. Et donc, comment vous avez fait en gros pour accéder à ces archives et est-ce que vous avez eu quelqu'un qui vous avez eu accès total ou est-ce que quelqu'un vous les a filtrés? Alors, on a nos travaux, et bon, pour ce livre,
surtout collecter les travaux. Mais pour nos travaux, en ce qui concerne le diocèse de Toulouse, il n'y a pas de filtre. Sinon, un manque d'organisation des archives elles-mêmes. Donc, le seul filtre, il est naturel, si je puis dire. Mais il n'y a absolument pas de filtre pour le diocèse de Toulouse. Il faut y aller, fouiller, et c'est au petit bonheur la chance. Mais ça se met en place petit à petit, mais en tout cas, il n'y a pas de censure du tout, du tout. Est-ce que des cartons ont disparu avec le temps? Ça, on ne peut pas le savoir, on ne peut pas le dire. Mais pas de censure, en tout cas. Du côté de l'Institut catholique, c'est exactement la même chose avec peut-être encore moins de moyens. Donc, effectivement, vous avez des archives. Les archives sont accessibles, elles sont à la garde de la bibliothèque, mais il n'y a pas d'archiviste en tant que tel. Tandis Ouais. qu'au Alors diocèse, qu'au il y a quand même diocèse, un il y a un archiviste. archiviste. Et bon, elles sont accessibles puisque, par exemple, Marie-Thérèse Dufaux, qui est chercheuse CNRS, a fait toute sa thèse sur Monseigneur de Solage en ayant eu accès à ces archives. Mais comme elle me le disait elle-même, ces archives, de toute façon, sont peu loquaces. On n'a pas écrit qu'on sauvait des juifs dans les archives, bien entendu. Après, ce qu'on a, c'est par exemple les registres d'inscription aux facultés des lettres. Et vous vous rendez compte que entre 40 et 43, on va dire pour la rentrée 43, on passe de 80 étudiants à l'Institut catholique en 1940 à 400. Dans les 400, attention, ce ne sont pas tous des juifs cachés, hein. Bien entendu, il ne faut pas dire n'importe quoi. Il y a eu effectivement une violation du numerus clausus de Vichy, ça on le sait. L'Institut catholique s'est fait plusieurs fois taper sur les doigts par le commissariat aux questions juives en disant mais vous violez le numerus clausus. En général, l'absence de réponse a permis de ne pas aller plus loin. Mais vous avez eu un afflux important à l'époque de personnes qui sont peut-être aussi essentiellement liées au grand nombre de réfugiés à Toulouse, notamment des réfugiés belges. Mhm. Mais non, on n'a pas vraiment comme Maurice, on n'a pas eu la sensation d'un blocage. On a plutôt eu moi, ce que j'ai comme sensation, c'est malheureusement que les ressources humaines pour pouvoir exploiter ces archives ne sont pas disponibles. Oui, et c'est pas de la mauvaise volonté, c'est simplement des contraintes budgétaires. Il faudrait quelqu'un, Et une équipe. Pardon? Sam- on entend mal Samsung SM. Juste pour aller un peu plus loin dans la réponse, et on va essayer de rétablir le son comme à la radio, on va essayer de mieux rétablir le son. Euh, Par rapport à Rome, c'est différent. Bon, là, je ne suis pas allé. Tout ce que l'on sait, c'est que Rome a ouvert ses archives il y a quelques années. Et pour l'instant, la chercheuse française qui Hmm. petit à petit nous donne ce qu'elle trouve, c'est Nina Nina Valbousquet Valbousquet. vient de sortir encore un ouvrage et c'est toujours passionnant. Et là, bah, on va tomber toujours dans cette complexité, c'est-à-dire, non pas, alors, certes, un silence, ça s'entend ou pas, ça s'entend auditivement, certes, un silence, mais aussi les actions souterraines, dont l'argent qui a été versé à Toulouse pour assurer l'assistance dans les camps de toutes les personnes qui étaient dans les camps, mais qui n'étaient pas catholiques. C'était ou des catholiques, c'était ou des communistes, ou des juifs communistes, enfin les indésirables. Donc c'est vraiment du pur altruisme de la part du pape de donner de l'argent pour les personnes internées. Mais on va de toute façon, petit à petit, ouais, ce n'est que... Après, Et, si on se remet dans le contexte, Oui. c'est vrai que l'impression, évidemment, c'est que tous, en particulier pour l'Institut catholique, mais d'autres, ce n'était, comme vous l'avez dit, c'était la panique d'une certaine manière, ce n'était pas coordonné hmm. et c'était un petit peu des volontés individuelles, oui, des organismes, peut-être comme l'Institut catholique, qui ont pris des initiatives à leur risque euh, et qui ont réussi à faire ces actions. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas en face
c'est cette organisation, même si le Monseigneur Saint-Liège a essayé enfin, passer des messages, mais il y avait le réseau. Pas seulement passer des messages. Après, pas seulement passer des messages, c'est-à-dire, c'était vraiment des messages, enfin, comment dire, qui amenaient à l'action. Donc, c'est pas simplement lire une lettre, c'est vraiment, ça a incité à agir. Il a incité, il a influencé pour que l'action se déroule. Et sa parole a été libératoire, comme celle des autres archevêques. Moi, c'est là où je m'interroge, c'est que quand on prend le cas des justes comme Sousa Mendes au Portugal, pardon, à Bordeaux, le consul du Portugal à Bordeaux, il a fait des centaines, voire des milliers de visas pour laisser partir les Juifs. Le Portugal l'a destitué, l'a renvoyé, lui a interdit de professer, l'a obligé à revenir au Portugal. Ça veut dire qu'il a été désavoué par la hiérarchie. Sûr. Dans la hiérarchie ecclésiastique, au-dessus de l'archevêque, il y a quand même le nonce. Au-dessus du nonce, il y a le pape. On n'a pas de désaveu écrit. On n'a pas de il n'aurait pas dû rentrer chez vous, on vous déplace, on vous mute dans un autre lieu. Donc il y a quand même un assentiment tacite, j'ai l'impression. J'irais même plus loin, moi, pour ma part. Je dirais que, enfin, de toute façon, ça, c'est toujours la difficulté de l'histoire de cette période, c'est que l'Église est à l'image de la société de l'époque. Et donc, il n'y a absolument pas une institution en bloc qui passe du côté de la résistance. Malheureusement, on n'a pas d'exemple de ça, Non, quelles que non, soient ni les chez les institutions. policiers, ni dans la préfecture. Et je sais Voilà, que ni même le l'université Conseil envers d'État, les enfin. policiers juste. Ouais. Il n'y a rien, il y a aucune institution qui bascule en bloc, alors que pourtant, effectivement, l'Église, notamment sous le mandat de Pie XI, qui était quand même quelqu'un de beaucoup plus énergique, en tout cas en termes de parole publique que Pie XII, on connaît, hein, c'est les différentes encycliques, avait peut-être les instruments intellectuels. Et d'ailleurs, les personnes que nous évoquons se réfèrent à ces encycliques, se réfèrent à cette logique un peu combattante, mais elles sont bien seules. Enfin, en tout cas, elles sont assez isolées. Alors, elles finissent par exister en réseau, mais elles ne seront jamais une majorité, bien entendu. Mhm. Néanmoins, moi, ce qui me permet de dire que, enfin, c'est voilà, cette position de l'Église un petit peu en eau trouble, on la voit aussi à travers l'exemple du seul évêque seul évêque français qui a été déporté, c'est Monseigneur Piguet. Monseigneur Piguet était un pétainiste, alors lui, pur jus, c'était l'évêque de Clermont-Ferrand. Et il s'est fait arrêter par la Gestapo alors que c'était un grand ami du maréchal Pétain, etc., à la sortie de la messe de Pâques 44, en descendant l'escalier de la cathédrale. Il a été envoyé à Dachau, dans la fameuse baraque des prêtres, où on l'oublie, mais Dachau est aussi le plus grand cimetière de prêtres au monde, avec 2000 prêtres qui sont morts à Dachau, 2000 prêtres européens, dont 150 français. Et Piguet, en fait, tout le monde savait qu'il avait été déporté. Personne n'a bougé au Vatican pour essayer de sortir Piguet de là. Et Piguet restera à Dachau jusqu'au bout. Alors d'ailleurs, il passe par il a un passage assez cathartique qui est intéressant. On l'évoque à un moment dans l'ouvrage quand même à titre de contre-exemple, mais à Dachau, il va vivre une expérience qui va lui faire comprendre que le pétainisme n'était peut-être pas une bonne chose. Mais effectivement, on a cette position un peu ambiguë. Et ce qu'évoquait Maurice à l'instant, bien sûr qu'il n'y a jamais eu de prise de position publique depuis 12, mais on a trace, par exemple, qu'à l'Assemblée des cardinaux et archevêques, qui est l'équivalent de la conférence des évêques d'aujourd'hui, hein, enfin, à titre restreint, de 1944, Pie XII fait féliciter Saliège pour avoir osé parler publiquement. Donc, il y a cette ambiguïté qui est toujours là, de ne jamais trancher officiellement, mais on soutient quand même discrètement avec de l'argent, en tout cas, Saliège, par exemple, aurait très bien pu être mis à la retraite d'office. C'est ce qu'a essayé de faire Laval. Laval a fait une démarche auprès de l'Église, du Saint-Siège, pour que Saliège soit mis à la retraite. Il n'a jamais été donné de suite à cette demande. Et l'Institut catholique, puisque c'est l'objet du livre, Entre autres. l'Institut catholique lui-même
quel a été le catalyseur ça a été la lettre de Saint-Liège ou ça? Ah non, Ah non, non, non. dès le début. Ah non. Alors, l'Institut catholique, on a une équipe. On peut parler d'équipe parce qu'ils étaient tous. Ils se soutenaient tous, mais non, dès 1940, Oui. dès l'armistice. Dès juin 40, vous avez Bruno de Solage, qui est donc le recteur de l'époque et qui est un personnage assez flamboyant et qui est en visite à Vichy et qui n'hésite pas à déclarer au prêtre de la paroisse de Vichy, qui est à ce moment-là très fier de donner l'Eucharistie au maréchal. Il lui dit, je préfère la France victorieuse de Blum et des francs-maçons à la France vaincue du maréchal. Il dit ça le 30 juin 40. Donc vous avez compris tout de suite la dimension du personnage. Il est assez isolé, hein. C'est vraiment un cas presque En unique. France, parce que l'Institut catholique, lui, il est avec Marty Moore, avec. Exactement. C'est- C'est lui qui est la cheville ouvrière, le recteur en fait, va faire basculer l'Institut catholique dans une position anti-vichiste dès Mm. 1940. C'est la seule université catholique qui a toujours refusé toute subvention du gouvernement de Vichy, puisqu'il considérait, en reprenant la vieille théorie du cardinal Mercier en Belgique, qui avait fait une lettre pastorale en 1915 pendant la Première Guerre mondiale sur l'occupation et qui appelait les Belges à la résistance. Il disait, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Ça, c'est Mercier en 1915. Et on sait que Saliège et Solage, donc le recteur de l'Institut catholique, étaient très travaillés par ce personnage qui était pour eux un symbole du christianisme social et de la résistance à une force d'occupation. Et d'ailleurs, on aurait pu faire aussi un commentaire presque comparé de la lettre pastorale de Mercier en 1915 et de la lettre de Saliège. Toujours est-il que Mercier évoque dans sa lettre de 1915 la notion de gouvernement illégitime. Il dit aux Belges, résistez contre l'occupant, car ce n'est pas votre gouvernement légitime. Et on sait que Solage, à partir de décembre 40, de façon d'ailleurs peut-être imprudente, hein, puisque ça se sait quand même assez vite, déclare que l'Institut catholique ne doit avoir aucun rapport avec les autorités de Vichy, puisque ce gouvernement est illégitime. Et puis, Et ça, c'est vraiment une ligne très claire. il y a un vieux combat depuis 3 siècles qui continue, c'est avec les protestants. C'est-à-dire que les protestants, dès 1940, ils ont créé la CIMAD avant 40, mais en tout cas, sont très actifs. Et la lettre du pasteur Bogner, qui n'était pas publique, mais destinée au maréchal Pétain, date du 20 août 1942, alors que celle de Saliège, c'est du 23 août. Donc, on a aussi ce combat entre réforme et contre-réforme qui est stimulant. Bon, mais là, les Juifs avaient à gagner de ce combat. Donc, c'est très bien. Oui, on a des courants comme cela, de 1915. Cela encore, ça montre là. Ce n'est pas du jour au lendemain, ah non, je suis plus pétainiste, parce qu'ils sont pour beaucoup restés pétainistes. Ah non, ah oui, je vais aider les Juifs, alors qu'avant, ils auraient été antisémites. C'est très profond, à la fois dans les courants religieux et dans les individus, dans la formation des individus eux-mêmes, dans leur philosophie, dans les rencontres qu'ils ont pu faire. C'est très profond. Et d'ailleurs, dans l'ouvrage, nous avons un article qui est fait par l'héritier du bibliothécaire, Monsieur Dazebra, qui est le bibliothécaire actuel, justement, sur la spiritualité de Saliège. Et il s'interroge un petit peu sur les ressorts profonds, effectivement, qui l'amènent à cela. Et c'est tout à fait intéressant. On est à la limite entre psychologie et théologie. Oui, c'est ça. Mm. Bien, je vais annoncer les prochains jeudis d'Hébraïca. Alors, jeudi 21 mars, c'est Easy. Easy Morgenstern, toujours Alors, il va travailler, lui, ouais, il revient sur la mystique, mais sur la mystique juive avec le hassidisme, avec Baal Shem Tov, et la pique de la Mirandole. Donc, il passe de la mystique juive à la mystique chrétienne, mais c'est bien sa spécialité de passer de l'un à l'autre. Jeudi 21 mars à 18h30, Easy Morgenstern, et jeudi 28 mars, on revient, il y aura des échos de l'un à l'autre parce que jeudi 28 mars, Roger Attali évoquera les faux messies
Et Izzy, la semaine d'avant, évoquera Sabbatai Zvi, un faux messie aussi. Donc là, on est toujours dans la mystique juive. Cette fois, c'est plus précisément pour Roger Attali, le culte de la personnalité dans le judaïsme et les travers que peuvent amener le culte de la personnalité. Et ça peut nous amener peut-être oserons-nous l'interroger sur ce qui se passe à Brooklyn avec une personnalité éminente dont les portraits est vu dans toutes les rues d'Amérique du Nord. En tout cas, merci Sharon pour la technique. Merci Anne Guérand. Et voilà, on a fait une séance un peu spéciale ce soir à deux voix, à deux têtes. En tout cas, merci. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et puis, vous avez d'autres rendez-vous dans Toulouse, samedi, ailleurs, mais vous pouvez le retrouver sur le site hebraïca-toulouse.com. Bonne soirée, bonne fin de semaine. On pourrait presque dire Shabbat Shalom, nous n'en sommes pas loin. En tout cas, le Shalom, on se le souhaite.